Bonjour, merci d'être là. Vous vous intéressez à ce vieux fantasme qui est, dans le fond, d'animer l'inerte, hein, d'où ce titre, Intelligence artificielle et illusion du vivant. Et peut-être on n'a jamais été aussi près de l'animer avec une certaine perfection. Alors nous nous sommes réunis avec des disciplines très diverses. Il y a Véronique Auberger, qui est un chercheur spécialiste de robotique sociale, c'est-à-dire comment on interagit entre l'homme et les robots, et peut-être les robots entre eux. Rocio, vous avez son montage avec Aeli, qui est... Yaochi, d'accord. Avec un être avec qui on discute. Et puis, nous avons Laurence avec, cette fois-ci, Aeli, une lampe qui va avoir des réactions, mais elle vous en parlera, et des comportements émotionnels vis-à-vis des personnes qu'elle rencontre. Et puis Thomas, qui a choisi d'aller très loin par rapport à l'anthropomorphisme, vous avez peut-être déjà vu son travail, avec une toile qui s'anime et qui prend le vivant. Moi-même, je suis psychologue, cogniticien, et je travaille comme conseiller au CEA, en ce moment en tout cas. Et l'histoire d'animer le vivant, c'est un vieux truc. Vous connaissez, on peut remonter très loin, on verra ça tout à l'heure, mais Pygmalion est très célèbre avec Galatée, cette statue merveilleuse dont il tombe amoureux et qu'Aphrodite va animer quand même pour lui permettre de vivre son amour. Le golem a été quelque chose de très très célèbre à la synagogue de Prague. 4 rabbins tentent de faire un être pour les aider. Prague est dans la débauche et peut-être qu'on pourrait, avec un géant, faire peur à la ville et les choses s'arrangeraient. Vous savez que ce malheureux golem fait peur à ses créateurs et ils vont le détruire assez rapidement. Ça donnera naissance à Frankenstein. Mais l'animation, ça va loin, ça va au dessin animé. Le canard de Vaucanson, il y a toujours cette idée de rompre la barrière qui est entre l'inerte et le vivant. Alors, la définition du vivant, on pourrait passer la journée dessus, c'est quelque chose de complexe. On n'a pas de définition scientifique, mais les philosophes s'y sont essayés. Là, c'est leur espace, en quelque sorte. Et je vous propose la définition d'un philosophe médecin donc, qui connaît le problème du vivant, qui s'appelle Canguilhem, et qui a dit, dans le fond, le vivant, ça naît, ça meurt, et entre les deux, ça se reproduit. Si ça ne se reproduisait pas, on ne pourrait pas l'observer. Ça, c'est la définition du médecin. Elle est limpide, hein, ça naît, ça meurt, ça se reproduit. Il y a une autre définition qu'on peut prendre dans la physique. Le vivant a une entropie à l'envers, c'est-à-dire une négantropie. Vous mettez un morceau de bois dans la terre, un morceau de bois mort, il va se disperser, retourner à l'état de particules, etc., etc. Vous mettez un morceau de bois vivant, il attrape l'énergie du système au lieu de lâcher la sienne et il construit le fameux grain de blé qui en fait 100, une sorte de miracle, entre guillemets, des phénomènes vivants. Alors, il y a une question qu'on peut se poser aussi, c'est que est-ce que nous ne sommes pas programmés pour détecter le vivant? En gros, le vivant, c'est peut-être très important. Est-ce que j'ai en face de moi une proie ou un prédateur? C'est décisif hein, pour la survie. Un ami ou un ennemi. Alors là, il y a eu un certain nombre de travaux, de psychologues notamment, et un résultat qui est tout à fait... ça a commencé il y a très longtemps avec les travaux d'un Suédois qui fait déplacer des points qu'on a mis sur une maquette de corps humain et qui se déplace en mouvement, comme quelqu'un qui marche, mais selon une loi de mouvement qui est tout à fait aléatoire, mais plausible. On ne voit rien, on voit 6 ou 7 points qui se déplacent. Maintenant, on les met sur quelqu'un de vivant, donc dans le noir, on ne voit que les points. Immédiatement, on voit un homme en train de se déplacer. Et ça, la différence est faite par des bébés dès l'âge de 4 mois. Et même à 6 mois, il n'y a plus aucune erreur. Pour les bébés, on regarde l'accélération du rythme cardiaque, par exemple, quand ils détectent vraiment un mouvement. Ça veut dire quoi? Eh bien, un psychologue suisse qui s'appelle Viviani a mis en évidence que la décélération dans les courbes, tout objet qui prend une courbe décélère, d'autant plus que le rayon de courbure est petit. Vous savez, quand vous conduisez une voiture, c'est une évidence. Eh bien, notre corps a des mouvements qui décélèrent en permanence dans les courbes. Selon une loi de puissance 2/3, ça veut dire que la relation entre la vitesse et la courbure est un invariant. Et c'est cet invariant qui est détecté.
Par ailleurs, il y a des travaux qui ont été faits sur les singes à Toulouse. J'en ai déjà parlé hier. On nous a vu une séance qui prépare celle-là avec les professionnels sur l'IA et l'intelligence biologique. Eh bien, les singes de Simon Torp à Toulouse, ce sont des petits singes rhésus, distinguent ce qui est vivant animal, évidemment, du vivant végétal, on va dire du vivant, du presque inerte et de l'inerte, plus rapidement que les hommes, en temps de réaction, mais avec un peu plus d'erreurs. Les hommes sont un peu plus inhibés, mais ça semblerait montrer quelque part que nous avons cette espèce d'hyper-attention à l'égard de ce qui est vivant. La physiologie, la neurophysiologie, et Véronique peut-être vous en parlera aussi, montre que nous avons les fameux neurones miroirs, c'est-à-dire que si quelqu'un en face de moi fait un geste qui est commandé par certains neurones de son cortex moteur, les mêmes neurones chez moi s'allument sans provoquer le geste. C'est-à-dire que je suis tout prêt à faire le geste. Alors, c'est comme ça que vous faites, un bailleur fait bailler les autres, c'est comme ça qu'un bébé de 1 an vous retire la langue si vous lui tirez la langue. Comment il a pu comprendre? C'est un automatisme. Ces neurones miroirs, leur usage, on peut dire que ça sert à l'empathie, mais on peut dire que ça sert à la défense. Si je sais en face de moi, si je fais très attention à ce qui se passe en face de moi, c'est peut-être bénéfique. Mais on a trouvé des neurones miroirs dans les zones émotionnelles. C'est pour ça que quand quelqu'un pleure, ça peut vous faire pleurer. Et quelqu'un rit, vous allez énormément rire. Voilà pour une mise en place. Alors, Véronique, qui n'est pas un artiste, là nous avons 3 artistes ou des assistants d'artistes, si je peux dire comme ça, mais assistants dans le sens noble du terme. Et Véronique n'est pas parmi les artistes, mais sa spécialité l'a conduit à être à cette table ronde. Oui, et d'ailleurs, par ailleurs, je travaille aussi avec un artiste qui n'est pas encore là, parce que ce n'est pas fini, mais voilà. En fait, moi j'ai envie de continuer ce que tu as commencé, Théo, parce que c'est vrai que là, un des mots-clés de la table ronde, c'est illusion. C'est pas seulement vivant, c'est illusion. Donc le vivant, en fait, aucun scientifique sait le définir. Il y a plein de définitions. Vous voyez que, par exemple, celle que tu as donnée, une machine qui se réparerait elle-même serait considérée comme vivante. Elle peut se reproduire. Une imprimante 3D peut faire une imprimante 3D, par exemple. Donc, est-ce qu'elle est vivante? Eh bien, tous autour dans cet amphi, vous direz non. Hein. Donc, ce qui est absolument mystérieux encore scientifiquement, c'est comment nous sommes tous d'accord pour décider qu'une pierre n'est pas vivante. Pourquoi nous avons mis du temps à décider que certains végétaux le sont, alors qu'on ne les voit pas se déplacer? Les cocotiers se déplacent d'1 mètre, mais on ne les voit pas à notre capacité cognitive de vision. Et pourquoi, dans certaines des machines que nous avons faites pour augmenter notre espace d'empattement sur le monde, comme on a toujours fait, hein, on a commencé par choper des pots de bêtes, inventer du silex. C'est pas nouveau que l'homme invente des mécanismes et des techniques, puis des technologies pour arriver à affronter le monde différemment. Pourquoi on va perceptivement avoir le sentiment que cette chose est vivante? Ça, c'est vraiment un phénomène qui est inhérent à la nature de l'homme. C'est presque biologique, hein, ça va donner le fétichisme, et dans certaines cultures, ça donne l'animisme. Hein. Vous savez qu'il y a des cultures qui pensent qu'il y a des choses vivantes, enfin que tout est vivant, même les objets. C'est des décisions culturelles. Par contre, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que dans les technologies que nous inventons, nous avons décidé que certaines avaient plus le statut d'objet, mais le statut de sujet. Et même que ces sujets, on pouvait le mettre dans notre espace social. Quand on fait un métier à tisser qu'il est automatique, on ne va pas s'attacher au métier à tisser, on ne le met pas dans son espace social quand on fait le métier jacquard. Par contre, aujourd'hui, un démineur qui va travailler avec un robot qui va donc enlever les bombes va tellement s'attacher à son robot démineur que quand il va sauter, ce qui est normal, hein, l'objet parfois rate et casse, il va être dépressif et va vouloir l'enterrer. Est-ce que c'est culturel ? Est-ce que c'est notre nature animiste dans une culture qui a beaucoup évolué ces dernières années, jusqu'à se reposer des questions philosophiques très basiques qui sont: est-ce qu'on peut séparer le corps et l'esprit ? Est-ce qu'on peut réimplanter cet esprit dans un corps qui ne serait pas un corps biologique, mais qui se réparerait lui-même, une machine ? Hein, vous avez entendu parler du transhumanisme. C'est un très vieux débat. Ou est-ce que le corps et l'esprit ne se séparent pas ? Est-ce que c'est mélangé ? C'est des débats philosophiques qui sont très, très, très anciens. Quant à la toute première machine à laquelle on a donné ce statut d'automate, elle date de l'Égypte ancienne, donc c'est beaucoup plus que 5000 ans avant Jésus-Christ.
Hein, il y a un ingénieur qui a bricolé un espèce de petite cavité dans une pierre, et 2 fois par an, cette cavité fait du bruit. Tout le monde a pensé que c'était un bruit qui était un objet de parole. Et dans l'Antiquité, c'est finalement encore très loin de nous, carrément, on a téléopéré une grande statue en mettant un tube, et il y avait un humain qui parlait derrière. Et aujourd'hui, on fait des robots de téléopération, mais c'était déjà inventé dans la Grèce antique. Et vous voyez que ces premières machines-là, celles qui ont marqué l'esprit, c'est des machines qui rentrent en interaction avec nous. Donc la vraie question, c'est de savoir qu'est-ce qui, dans notre intelligence, nous, humaine, nous laisse penser que ces objets sont vivants. Oui, c'est aux équinoxes, hein, je crois, que la statue parle, voilà, parce qu'on ne comprend pas pourquoi c'est 2 fois par an. Hein, c'est aux équinoxes. Bien, merci Véronique. Alors, Thomas va nous expliquer comment il s'approche de l'illusion du vivant. Mais à la fin, je lui demanderai pourquoi il fait ça. Hein. Donc bonjour. Oui, bonjour. Donc je me présente. Donc je suis Thomas Péruze, artiste roboticien. Donc je conçois avec la collaboration de Manon Schnetzler l'installation Machine Vivante que vous pouvez croiser au salon juste là, qui est là-haut. Donc c'est une structure qui est suspendue au plafond. C'est un robot parallèle à câble, donc c'est vraiment un objet vraiment inerte. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'en la faisant bouger, cet objet un peu abstrait, qui n'a pas de forme ni animale ni végétale, on a l'impression qu'elle est vivante. Alors, machine vivante, en fait, nous, ce qu'on essaie de travailler, c'est sur le jeu de mots, parce qu'en fait, tout ça, c'est une sorte de jeu de langage. Il y a tout le langage derrière, c'est machine, qu'est-ce que c'est qu'une machine, et vivant, qu'est-ce que c'est que le vivant. Donc, qu'est-ce qu'un être vivant? On vient d'en parler, c'est difficile, c'est une question philosophique qui est encore en cours et qui le sera peut-être tout le temps. Il y a des définitions qui existent, mais on se rend compte que les définitions, c'est souvent essayer de trouver le point commun entre les choses, alors qu'on sait que les choses sont vivantes, mais on veut essayer de les mettre dans des cases, avec des mots, on veut le rendre vivant. Nous, on va essayer de prendre en amont, c'est-à-dire on sait quand quelque chose est vivant, mais on va justement essayer de voir comment on va créer cette illusion-là à travers une machine. Alors à la base, moi je suis roboticien, ingénieur roboticien, donc j'ai travaillé pendant 8 ans en commande de vol chez Airbus et aussi en commande des satellites et vaisseaux spatiaux. J'ai aussi travaillé pendant 8 ans sur scène en tant que comédien, clown et mime. Donc j'ai essayé d'avoir ces deux approches-là, l'approche géométrique, algorithmique, discrète, continue, physique, etc. Et l'approche énergie du corps, faire rire le public, le faire pleurer, être sur scène, créer la vie sur scène alors que c'est une pièce de théâtre, donc on n'est pas dans la vraie vie, et pourtant c'est comme si le public y croit. Donc il y a une illusion aussi qui est là, il y a un mensonge, mais ce mensonge tout le monde l'accepte. Et voilà, et donc moi ce que j'essaye de voir, c'est comment étudier toutes les technologies et les techniques de l'art, parce qu'on oublie souvent que l'art aussi, c'est des techniques qui sont derrière, qui permettent justement de mettre en valeur ces choses-là. Juste pour faire en gros les différentes techniques que j'essaye d'approcher, on va commencer par en quelque sorte la théorie du chaos, donc ça c'est plutôt en physique. La théorie du chaos, c'est-à-dire que tout système est complexe, que ce soit cette bouteille qui est posée sur la table, elle est en équilibre, tout simplement parce qu'il y a la pesanteur qui la fait partir vers le bas, et il y a la table qui fait une contre-réaction. Il y a le pendule qui va osciller autour d'une certaine fréquence. Si on la fait osciller très très vite, on voit bien que c'est faux, parce qu'un pendule, en fonction de sa longueur, ça a toujours la même fréquence. Il y a des pendules beaucoup plus évoluées, avec plein de solides autour, ça s'appelle une marionnette. Les marionnettes à fil sont des pendules super complexes à travers lesquelles on peut s'exprimer. Donc là, c'est encore un autre champ justement des techniques de l'art, c'est la marionnette. C'est quelque chose qui pour nous est très très inspirant, puisque une marionnette à fil, il y a des théories, il y a une technique de l'art sur la marionnette qui consiste à dire que quand on fait bouger une marionnette au sol, on voit bien que les pieds glissent au sol, que ça fait un peu comme du Michael Jackson, et que les bras ils bougent de manière un peu désordonnée. Mais c'est magique parce qu'on y croit à fond, on s'attache à cette marionnette. Il y a un personnage qui est là, il a un vécu,
il a un vécu. Alors, d'ailleurs, la vie, on a oublié de dire, c'est qu'il y a 2 définitions de la vie. Il y a la vie de l'être vivant et il y a la vie, la biographie, c'est-à-dire une vie, c'est un chemin. D'ailleurs, en grec, c'est via, ça vient du chemin aussi, la vie. Donc, c'est toute une illusion aussi du personnage qui est là. Quand on parle du personnage, on parle aussi du dessin animé. Le dessin animé, je travaille avec un dessinateur de dessin animé qui est aussi chorégraphe au Ballet National de Marseille, Éric Minicon-Castin. Et on a écrit ensemble une pièce avec des robots humanoïdes. D'ailleurs, je pense que j'ai juste une petite vidéo à montrer pour illustrer. Voilà. Donc ça, c'est Poppy, c'est un robot que j'ai construit. C'est ma marionnette, en quelque sorte, automatique. Donc vous voyez, c'est un robot humanoïde qui possède 29 moteurs et on travaille sur comment faire pour générer des trajectoires sur les moteurs de façon à ce que le robot soit plus humain que l'humain lui-même. Et cette pièce-là, qui s'appelle Le Son of Moon, est une sorte de duo entre un robot et un enfant du Ballet National de Marseille. Donc Lorena travaille au Ballet National de Marseille en tant qu'enfant future danseuse. Et puis moi, je suis à côté, en fait, en téléopération, donc en marionnettiste, à justement piloter en fonction de Lorena. Et Lorena est aussi à l'écoute du robot quand il y a des bugs, parce que les bugs font partie aussi du côté sexy du robot aussi. Il faut en profiter. Quand le robot a des bugs, des fois mon chorégraphe il dit vas-y refais parce que c'était super. Quand il tombe par terre par exemple, c'est horrible. Il y a des fois des gens dans le public qui disent oh le pauvre. Et du coup là il y a une sorte d'empathie qui apparaît, qui est étrange. Ça peut être choquant. On travaille justement sur des images comme vous voyez, des images un peu étranges où il y a vraiment du contact entre le robot et la danseuse. Ces images-là, voilà, les chutes. Ces images-là, on a justement voulu les provoquer pour voir justement les émotions que ça peut provoquer vis-à-vis du public. Donc voilà, après, en d'autres types de machines, la marionnette, ça va être le drone aussi. Le drone est une excellente marionnette qui se balade en 3D. C'est assez fou d'utiliser le drone comme une marionnette pour s'exprimer, pour jouer à l'insecte, pour avoir différents rôles. Donc on travaille aussi là-dessus. Et enfin, pour finir, une autre dimension du vivant qui est intéressante d'un point de vue algorithmique, c'est les algorithmes émergents. Donc un algorithme émergent, qu'est-ce que c'est? Ça va être comme ce qu'on appelle les algorithmes à réseau neuronal, c'est-à-dire qu'à partir d'une certaine vécu, tout simplement une historique des données qui vont rentrer dans le système, eh bien, il va y avoir quelque chose qui va se construire de fil en aiguille, petit à petit, qu'on ne maîtrise pas. On peut lui donner des contraintes, mais on ne peut pas lui dire va là. On peut lui dire ne va pas là et puis il va se débrouiller. Il y a tout un ensemble d'algorithmes dits émergents qui existent. Et le laboratoire avec qui on travaille justement sur la créature artificielle travaille beaucoup sur justement comment est-ce qu'un robot tel que Poppy, le petit robot-là, est justement issu de ce laboratoire-là, comment est-ce qu'il peut apprendre son corps, déjà. C'est-à-dire remettre un peu l'intelligence artificielle, je n'aime pas ce mot, je dis plutôt algorithme. Comment créer un algorithme qui va permettre au robot de déjà apprendre comment fonctionnent ces solides, donc le corps qui le constitue, et comment après est-ce qu'il va utiliser ces solides pour pouvoir interagir avec l'environnement. Donc ils sont en train de faire des études là-dessus, sur comment faire de l'exploration automatique, c'est ce qu'ils appellent. C'est un algorithme qui va tout simplement prendre l'univers qui est autour de lui et essayer de l'explorer le mieux possible de façon à créer un modèle interne. Voilà, c'est vraiment ça. Et après, à partir de là, créer un modèle interne aussi de l'environnement à travers déjà les bases du corps qu'il a eu. C'est un peu comme un enfant qui grandit, mais au final, c'est un algorithme de toute façon. C'est juste une illusion, encore une fois. Donc voilà. Oui. On reprendra après sur le pourquoi, mais il a déjà été amorcé un peu. Ah oui, c'est vrai. Et donc Laurence. Bonjour à toutes et à toutes. À tous et à toutes. Donc moi, je suis ingénieure-chercheur au CEA de Saclay. On m'a demandé de venir participer à un projet artistique. Donc c'est quelque chose qui est assez nouveau parce que nous, on est plutôt à travailler avec des industriels qui ont des besoins très précis et qui ont besoin d'algorithmes. Alors c'est pour ça que je rejoins Thomas. Je n'aime pas non plus le mot intelligence artificielle.
Le mot intelligence, oui. L'intelligence que l'on donne à nos algorithmes, oui. Parce qu'ils ont du coup l'intelligence qu'on veut bien leur prêter. Ils sont capables de s'intéresser à l'environnement, récupérer un certain nombre de données pour créer quelque chose, mais ils ne créeront jamais d'eux-mêmes quelque chose. C'est ça où en fait ce ne sont pas des choses vivantes. Maintenant, quand on vient voir effectivement des artistes, ou plutôt les artistes qui sont venus me voir, ils avaient une autre philosophie pour leur création et ils voulaient effectivement être capables avec de l'IA de donner cette illusion du vivant. Donc moi, je suis capable de leur donner de toute façon que des algorithmes, on est bien d'accord. Maintenant, comment est-ce qu'effectivement on les met au service de cette illusion du vivant? Donc dans l'œuvre qui a été proposée à Ellie, qui est donc une co-création avec plusieurs artistes, mais c'est Frédéric Delia qui a proposé cette collaboration entre différents artistes. L'idée, c'était d'arriver à un objet, parce que ça reste un objet avec de la matière plutôt inanimée, à essayer de donner une forme qui soit organique, mais pas non plus trop ancrée dans les codes qu'on connaît de l'organique. Donc on a une espèce de tulipe, alors certains la voient comme un mollusque. Vous pouvez projeter tout ce que vous voulez au niveau de vos connaissances dessus. Ce n'est pas forcément ce qui est le plus important. L'idée, c'est comment est-ce qu'effectivement cet objet va commencer à devenir vivant. Comment est-ce qu'on fait justement le lien? Donc, comme beaucoup de projets artistiques qui sont ici, on a préféré quelque chose d'assez interactif, c'est-à-dire que c'est le spectateur qui va venir auprès de la lampe et qui va du coup lui imprimer un certain nombre d'émotions. Donc évidemment, le code est là justement pour faire la passerelle entre je récupère un mouvement qui est fait, des mouvements qui sont faits par le spectateur, je le transcris d'une certaine manière qui ressemble à ce qu'on a envie que la lampe fasse au niveau de ses émotions. Donc on fait une cartographie, on la voit un petit peu dans l'écran qui est derrière le personnage. En fonction des mouvements, l'émotion de la lampe va se balader selon un certain chemin et ce chemin fait qu'on a une restitution en termes de son et de couleur sur la lampe. Et ce qui est intéressant, donc pour ceux qui l'ont testé, peut-être qu'ils pourront éventuellement se reprojeter dans l'expérience, c'était de venir sans avoir d'explication sur comment la lampe va fonctionner. Et est-ce qu'effectivement on est capable de créer cette communication en dehors de tout code entre le corps et le déplacement du corps du spectateur et l'émotion qu'elle va effectivement récupérer. Donc effectivement, pour nous, le vivant là, c'est comment on a une émotion, comment on est capable de la retranscrire, mais aussi de manière un petit peu artificielle, dans le sens où il n'y a pas de code. On projette ce qu'on peut. Donc c'était ça la grosse difficulté, c'était être capable d'avoir quelque chose qui soit lisible pour un spectateur en dehors du tout code, et quelque chose qui soit suffisamment complexe parce que c'est du vivant, et dans le vivant, on met souvent quelque chose de complexe. J'avais une question à vous poser, mais à tous les trois en fait. Tout à l'heure, tu nous disais, Thomas, que dès que Poppy tombait, donc dès que la chose tombait, il y avait un sentiment empathique, des émotions qui se déclenchaient. La lampe, tu nous parles beaucoup d'émotions. Et il y a une question fondamentale en philosophie et en sciences, et j'ai l'impression que c'est bien la vôtre. Est-ce que cette capacité à déclencher des émotions, c'est ça qui va nous donner cette illusion du vivant? Alors, je vais vous donner juste un exemple d'une manip qu'on a fait il n'y a pas longtemps. On a pris des petits bruits qui sont des bruits basiques, des primitifs de communication. On a pu montrer que, par exemple, ça ne peut pas être associé à autre chose que quelque chose de rond, d'assez grand et de blanc. Ça ne peut pas être pointu, ça ne peut pas être rouge, ça ne peut pas être vert. Et pourtant, quand je parle de choses, je ne parle pas du tout de choses animées, c'est des choses. Tout le monde est d'accord, c'est des objets, mais ces objets déjà déclenchent des émotions. Pourtant, ce n'est pas vivant. Donc, comment vous faites ce lien entre cette émotion obligatoire, mais c'est quand même pas encore le vivant? Comment vous le... Est-ce que je peux répondre juste pour moi, le mot émotion, il est un peu plus complexe que ce que peut-être on pourrait donner à une attitude, une réaction ou un état. C'est-à-dire, une émotion, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement complexe qui me échappe à moi personnellement aussi dans sa définition, et que je trouve que parfois on rajoute le mot émotion à des réactions, des attitudes ou des comportements, quand pour moi une émotion c'est quelque chose
beaucoup plus extendu, complexe et pas possible de classifier ou réduire. Et que justement, dans cette classification, parfois, on pourrait tricher les émotions, ou les mondes des émotions, comme si c'était un monde, je sais pas. Bon, voilà, c'était juste un petit... C'est parce que c'est quelque chose que, en tant qu'artiste, on nous demande beaucoup, est-ce que vous produisez des émotions? Est-ce que c'est quoi l'émotion que vous voulez transmettre? On parle beaucoup d'émotions. Et moi, en tout cas, à niveau personnel, je suis paumée de qu'est-ce que sont mes émotions. J'essaie de les comprendre. Mais je ne voudrais pas du tout prétendre de construire des émotions que je vais pouvoir prévoir chez les autres. Comme si je pouvais les attraper, les réduire et les contenir ou les contrôler dans un geste. Mais là, tu parles effectivement d'un humain. Là, effectivement, nous, notre projection, c'était quand même sur quelque chose qui était inanimé. Donc là, on peut se réduire, entre guillemets, et se squelettiser autour de la roue des émotions qui existe. Et voilà, il y a beaucoup d'articles sur lesquels on peut retrouver cette roue des émotions. L'idée, c'était effectivement, est-ce qu'on peut, derrière ces émotions qu'on a retraduites après en termes de couleurs et de sonorité, est-ce qu'effectivement, on est quand même capable d'avoir une sorte de communication relativement innée avec un objet inanimé ? Pour répondre aussi à la notion d'émotion, il y a une émotion qui est assez étrange aussi, c'est je me rends compte que quand je suis aux commandes d'une machine pour m'exprimer, je fournis un effort. La notion d'effort est assez importante. L'effort que je vais produire, les gouttelettes de sueur que je vais avoir quand il y a Poppy qui est tombée et que je dois le faire se relever, j'ai toute une procédure à mettre en place. Il doit devoir se mettre en position fœtus, puis après se remettre sur le dos, puis après se remettre sur le ventre et après se relever. C'est tout un effort qu'il va faire. Il va faire des petits bruits en plus parce qu'il va forcer. Et je me rends compte que le public, il voit qu'il est tombé et il voit qu'il galère avec la gravité, même des fois, une fois arrivé en haut, il retombe. Donc il y a toute une sorte de château de cartes à chaque fois qu'on essaye de monter. Et cet effort fourni par la machine, on sent qu'il est fourni par la machine. On ne voit pas forcément le marionnettiste derrière. Et là, le public est en empathie complète avec la machine. Pareil, quand il y a un drone qui se crache, et oh alors, le pauvre. Et on sent qu'il n'est pas stable, qu'il peut partir à n'importe quel moment, qu'il y a un côté instable qui apparaît, qui fait que d'ailleurs le drone est un excellent catalyseur d'attention. On fait voler un drone sur scène, vous êtes tous là en train de regarder le drone, sans exception, parce que ça fait du bruit, parce que c'est un gros manipulateur. Et justement, ce côté-là d'effort, on le voit aussi quand on fait des robots qui roulent. C'est très difficile à faire un effort à un robot qui roule, parce que justement, et c'est trop facile pour lui. Et c'est intéressant de travailler justement sur le robot qui roule sur scène. Parce que comment est-ce qu'on arrive à faire cet effort-là, à part si c'est des robots énormes qui roulent, qui sont de plusieurs tonnes. Je me souviens avoir vu une vidéo avec des arbres qui roulent. C'est des arbres géants qui sont sur des roulettes et ils roulent très lentement. Mais là, on voit un effort tout d'un coup parce qu'il y a une grosse masse. Et la notion d'effort, vraiment, notamment dans le spectacle vivant, est très, très, très importante, je pense. Même dans la machine. Mais est-ce que, comme par exemple, on peut voir un paysage et nous ressentir une émotion, ou avec une lumière ou une couleur, mais du coup, c'est nous qui ressentons des émotions. Mais moi, j'ai un peu mal à donner le mot émotion à d'autres choses qui n'est pas humain, parce que je trouve que c'est une projection anthropomorphique un peu trop... voilà, de dire, est-ce qu'il y a une machine, on peut lui donner des qualités d'autres, parce qu'il a d'autres qualités, il y a d'autres caractéristiques, d'autres choses de personnalité, de sa personnalité, de sa nature, mais peut-être pas forcément les émotions, que c'est quelque chose qui nous appartient et qu'on a catalogué pour nous, et que peut-être on pourrait trouver d'autres mots pour d'autres natures. Je ne sais pas si je m'explique, mais voilà, c'était juste... Mais si je peux te rassurer, c'est du point de vue de la science, les émotions, c'est encore plus compliqué que le vivant, c'est-à-dire que non seulement il n'y a aucune définition, mais il n'y en a aucune qui sont capables, elles ne se complètent même pas. Et il y a tellement de myriades de choses qu'on peut remarquer. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on se place du côté de l'objet technologique que certains développent, j'en fais partie, qu'on va appeler un robot, voire un robot social, c'est-à-dire pas une machine dans une usine, et là il y a
des choses que vous allez peut-être entendu naître, c'est-à-dire cette volonté de faire des robots qui ont des émotions. Ça voudrait dire qu'ils seraient vraiment vivants, qu'ils auraient conscience d'eux-mêmes, etc. Et là, tout ce qu'on peut dire, c'est que dans l'état de la science, c'est juste un problème mal posé, une aberration. La question ne se pose pas, on ne sait pas ce que c'est. On se pose la question de savoir si la chose est en nous, ces choses autour des émotions, ou si ça naît de l'interaction, si ça naît du mélange des vivants entre eux. On ne sait pas. Alors sur l'émotion, on attend que les artistes nous éclairent. Sur l'émotion, en tant que psychologue, je prends la parole 2 minutes parce que c'est un objet qui a été étudié. Quand on regarde la neurophysiologie du cerveau, on a une hiérarchie en quelque sorte entre ce qui présente la conscience la plus extrême, les capacités d'inhibition sont les lobes frontaux. Ces lobes frontaux, c'est le cortex du cortex. C'est eux qui nous permettent de dire il ne faut pas que je mange trop parce que je vais être malade ou je devrais planifier ça, il ne faut pas que je réponde, là, c'est pas bon. L'inhibition, c'est vraiment une puissance du grand singe que nous sommes par rapport aux autres grands singes, cette capacité d'inhibition. C'est vraiment la partie raisonnable. Puis que le cortex, lui, il amène des informations, il les organise, il les rend logiques. Mais ce qu'on appelle l'évolution, la transformation, nous sommes partis des... On va commencer par les poissons, mais on peut commencer bien avant. Et les poissons n'ont pas ces lobes frontaux, par exemple. Ils ont d'autres systèmes beaucoup plus cérébelleux. Mais l'évolution et l'adaptation, quand elle met un nouveau cerveau, elle n'enlève pas l'ancien. Personne ne fait le ménage. Et paradoxalement, ces émotions qu'on a, c'est un avatar de l'évolution. C'est-à-dire qu'on a eu le cerveau du poisson, on a les cerveaux reptiliens, il y a le système limbique, vous avez entendu parler du thalamus, l'hypothalamus, c'est là où ça se bouscule, c'est là où sont les émotions. Puis le cortex est venu coiffer ça. Mais personne n'a fait le ménage. Et c'est une réussite en même temps parce qu'on pourrait imaginer, dans le cadre du transhumanisme, un être qui soit uniquement cortical, avec d'ailleurs la science-fiction ne s'en prive pas, avec d'énormes lobes frontaux, on les représente avec des crânes comme ça, de grands capteurs que sont les yeux, notre modalité par excellence cognitive, et sans émotion dessous. Est-ce que ça irait mieux? Est-ce que ça irait moins bien? On ne sait pas répondre à cette question. En tout cas, elles sont là, elles sont violentes, et vous savez que des parties de la psychologie qui s'appelle la psychanalyse a une bonne intuition sur ce qui se passait dans les profondeurs du cerveau, mais ce n'est pas une image, c'est réellement dans les profondeurs du cerveau. Et aujourd'hui, on a des confirmations physiologiques de toute cette espèce de marmite qui bouillonne et que vous réactivez quand ce matin, j'ai eu la toile s'est approchée de moi de très près et j'ai trouvé un peu inquisitrice, mais en même temps sympathique. J'avais donc des émotions. Mais il y a aussi les sentiments, il y a des choses bien plus complexes et qu'on ne sait pas mesurer ni quantifier. Et puis les plantes, on le sait maintenant, ont des émotions. Alors pourquoi pas les pierres? C'est ça. Juste aussi un autre éclairage qui m'a beaucoup inspiré dans la machine vivante, c'est Darwin. À la fin de sa vie, il a écrit un livre où il a traité les émotions de manière assez originale, puisque pour lui, les émotions, ce n'était pas la peur, la joie, etc. Les différents... Une émotion, c'est un mouvement qui permet de survivre, tout simplement. Donc c'est un mouvement. Motion, émotion, une motion. Un mouvement une émotion est un mouvement qui permet de survivre. Si on n'a pas les émotions, on meurt. Et du coup, il a essayé de voir s'il n'y avait pas une sorte d'évolution entre les émotions, entre différentes espèces. Il s'est rendu compte, par exemple, que la colère chez le chien, la colère chez le chat et la colère chez l'humain, ça tirait à peu près les mêmes muscles du visage. Et qu'il y avait quelque chose et que c'était utile pour se défendre par rapport aux autres espèces. Donc il a replacé en fait la notion d'émotion dans un contexte évolutionnaire, c'est-à-dire de survie, tout simplement. Voilà, c'est un autre éclairage qui nous a beaucoup intéressés parce que ça permettait de se débarrasser de cet aspect anthropomorphisme et qui permettait de revenir dans un aspect plutôt sélection, presque algorithmique de l'émotion. Donc, et voilà. Qui remet le corps au centre. Et qui remet le corps au centre aussi. Voilà. Alors, Rocio, c'est à toi de présenter comment tu abordes ce problème du vivant. Donc, je voulais juste rebondir par rapport à une explication du début dans laquelle vous avez commenté que les minéraux ne sont pas vivants. Dans la définition actuelle de Larousse et tout ça, évidemment, ça dépend des cultures. Ça dépend des cultures. Et donc, je me place dans une entre-culture dans laquelle, sans me défendre complètement animiste ou totémiste ou d'autres,
j'ai envie de re-questionner et ouvrir la question du vivant par rapport à une vision plus sensible et un peu plus écologique. C'est-à-dire, pour moi, les montagnes, ça serait vivant. Et ça pourrait être même un sujet. Et peut-être que le minéral, à un moment donné, si j'arrive à établir une relation avec ces minéraux-là, je le rends vivant. Et c'est pas que moi le rends vivant, c'est que la relation entre ces minéraux-là et moi construit du vivant. Et que peut-être, donc je ne sais pas si vous connaissez, je me suis beaucoup nourrie des philosophes comme Gilles Simondon et donc aussi des José Francisco Varela qui parle des systèmes et aussi d'une philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Rosy Bradotti. Rosy Bradotti, c'est une philosophe femme qui, très récemment, a écrit un bouquin qui s'appelle Des Post-Human, donc le post-humain. Et en fait, dans le post-humain, elle réagit beaucoup à toutes les visions transhumanistes et tout ça. Et elle propose, à la fin d'un humanisme dans lequel on ne se retrouve plus, elle fait une analyse de notre situation dans laquelle les hybridations sociétales et les changements de paradigme dans lesquels on est, sur certains aspects, font qu'on est obligé de reconstruire un humanisme qui soit vraiment en résonance avec notre époque. Ou peut-être ce n'est pas un humanisme, mais elle propose un post-humanisme, donc avec sa théorie du post-humain. Et dans cette théorie, elle replace la place de l'homme, ne pas comme pas central, donc elle enlève l'anthropocentrisme et elle dit c'est toutes les formes de vie, soit machine, si on peut lui donner une forme de vie, sans que ça soit ni meilleur, ni pire, ni plus intelligent, ni moins intelligent que l'humain, c'est juste autre. Et comment on commence à construire des autres, des altérités qui ne nous met pas en question, en danger notre souveraineté sur le monde et l'existence, mais qui nous aide à établir des relations avec des altérités absolues comme ça. Et donc aussi les animaux, la relation avec les animaux, avec les plantes, avec... je ne sais pas si je m'éloigne de la question. Donc je reviens. Ma question c'était, alors, est-ce que tout ça c'est... Dans mon travail, j'essaie de questionner les relations. Ce qui m'intéresse, c'est les relations. Parce que j'ai l'impression que les relations qu'on établit ou qu'on construit entre les choses, soit avec nous-mêmes, soit avec les autres, soit avec ce qu'on est en train de créer, soit avec un objet, c'est ce qui nous constitue et c'est ce qui produit une vie, des formes de vie ou la réalité. Et donc, pour ça, il y a différentes philosophies. Donc, l'émergentisme qui défend, pour le dire très bâtardement, mais peut-être d'autres gens connaissent mieux, qui défend que les choses, en tant que choses, n'existent pas. Il n'y a pas de choses, il n'y a pas de sujets, quelque part, ou d'objets. Et il n'y aurait que des relations entre des éléments, c'est un peu... Hein, et qu'en fait, c'est ces relations-là, l'ensemble de ces relations qui produit des éléments mouvants. Donc, pas arrêtés, pas déterministes. Je ne sais pas si je m'explique. Et donc, en fait, peut-être que la vie, ou le vivant, je me questionne, c'est que une propriété émergente encore de ces relations-là. Je m'en vais et je ne parle pas de mon travail. Donc, mon travail, Iagoti, j'essaie de questionner ça avec un petit être qui n'est pas humain, qui n'est pas un robot anthropomorphique, qui n'est pas un végétal, c'est pas un animal, c'est juste une espèce d'entité habitée pour la machine et qui j'essaie de lui donner une vie par la relation qu'on établit avec elle. Et du coup, j'aime beaucoup parce qu'ici, au début, j'avais très peur de montrer cette installation et qu'à fur et à mesure que les gens ont commencé à interagir avec cet être, je vois plein de relations différentes, des façons de se relier avec cette chose qui font pour moi
qui les donne envie. Je ne sais pas comment expliquer. Je reviens, je suis très décousue, hein, mais je reviens avant, ça vient d'un spectacle qu'on a créé il y a 2 ans, ça s'appelle Homéostasis, qu'on va jouer ici à l'Hexagone plus tard. Et donc, cet spectacle, j'avais un système, on avait élaboré un système de reconnaissance de la parole qui pilotait tout un ensemble d'environnements numériques, donc par la voix. Donc, j'avais joué plein de fois, et là, je reviens à la question du bug et l'erreur, que je trouve que c'est là où on retrouve aussi la vie. Est-ce que la vie, c'est un accident, un bug? C'est quand il y a ces bugs-là qui apparaissent, ces accidents, c'est là où on retrouve la vie sur des choses qui peut-être sont un peu... Et donc, je parlais avec ce système qui me reconnaît, et c'est quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose de technique, il n'y a pas de personnification et rien. Mais au fur et à mesure de travailler, passer des heures dans les studios à travailler avec ça, à un moment, ils ne me comprenaient pas, je m'énervais, et j'ai commencé à leur dire « Animal, fais ça, nanana, animal, ouvre telle scène », parce qu'il était en train de me tuer. Et donc, c'est venu vraiment de moi, de l'appeler animal, pourquoi, je ne sais pas, et d'avoir une émotion, voilà, là, de m'énerver, parce qu'il ne m'obéissait pas. Et je voulais que cette chose-là, elle m'obéisse. Mais en fait, à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que je lui ai donné les statuts de choses, ou les statuts de sujet, ou je lui ai donné en fait une personnalité pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe. En fait, je trouve que pour pouvoir comprendre ce qui se passe et dans moi et dans la situation, j'ai besoin de donner... non, pas donner, comment tu dis? Identifier, reconnaître. Voilà, reconnaître. Reconnaître quelque chose. Donc, donner une reconnaissance d'un statut de sujet à n'importe quoi. Et quand je peux donner le statut de sujet à quelque chose, par la relation que j'établis avec ça, je peux comprendre et qu'est-ce que c'est cette chose, et qu'est-ce que c'est moi face à ça, et tout un tas de choses que je ne peux que comprendre par la relation. Et est-ce que ça veut dire que finalement, le vivant, c'est pas dans la nature de cette chose, mais dans la nature de qui nous sommes à le construire? C'est ça que vous avez comme représentation? Voilà, que peut-être les vivants, ça serait un ensemble de relations qui échangent, donc qui communiquent entre eux et qui font émerger cette chose qu'on peut appeler vivant, que je ne sais pas si elle est ontologique, si elle existe en tant que telle ou c'est juste une perception. Mais en tout cas, c'est vraiment dans l'ensemble des relations que je trouve qu'existe le vivant. Et qu'il peut passer par des choses dites biologiquement inertes, mais que c'est vraiment le rapport qu'on construit qui produit les vivants. C'est une question. J'avais une question sur ton installation. Là, c'était du son où il y avait un objet qui concentrait la puissance de calcul de la reconnaissance. Il y avait un ordinateur qui faisait la reconnaissance. Il était sur scène ou c'était quelque chose qui était en régie? Voilà. Donc, au début, c'était tout caché en régie, toute la technique cachée. Et du coup, c'était vraiment une scène connectée avec de l'image et du son. Et donc, la présence de cette entité, elle était que par la vidéoprojection, le son et tout ça. Et en fait, comme j'établis tellement de relations avec... parce que quand je voulais m'adresser et que la reconnaissance de la parole ne marchait pas bien, ce que je faisais, c'est que je parlais à l'ordinateur. Vraiment très con, quoi, de mon côté. Mais parce que je pourrais parler comme ça fonctionne pareil. Mais j'ai besoin de m'adresser à quelque chose. Parce que quand ça passe pour la parole, tu t'adresses à quelque chose. Et tu as besoin de donner une représentation à cette chose à laquelle tu t'adresses. Et du coup, je parlais à l'ordinateur. Et donc, il y avait des scènes qu'on a créées sur le plateau, dans lesquelles j'étais comme ça sur l'ordinateur. Je disais non, mais tata, nanana, nanana. Et j'ai discuté avec lui comme ça. Et en fait, finalement, on a dit, bon, on met l'ordinateur sur scène parce que je passe la moitié de mon temps à être, à être comme ça. Et en fait, ce rapport-là, il est intéressant parce qu'il fait émerger des questions sur qui nous sommes, sur l'humain, sur
Ben justement, en fait, c'est un des traits du vivant qui est intéressant parce que on a eu un peu ce côté-là avec la machine vivante qui est juste là. Il y a un treuil qui tire les fils et il y a la créature qui flotte dans les airs. Et en fait, ce treuil, il fait du bruit, il est là. Et le fait que ce soit le treuil qui fasse du bruit et le voile qui vole, il y a une sorte de division entre les deux. Et c'est là où il y a une sorte, peut-être, s'il y a peut-être un truc dans la définition du vivant qui est intéressante, c'est la notion d'individu, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut pas diviser. Et une chose incarnée dans un tout, dans un truc. Pas deux, mais un. Il y a un corps, il n'y en a pas deux. Et quand il y a un corps, c'est pas deux corps. Il y a quelque chose qui apparaît là, qui est assez étrange. Et nous, on le voit parce qu'on a l'impression, en fait, d'avoir une marionnette avec le ventriloque qui dit « coucou, je suis là ». Et on voit les lèvres bouger du ventriloque. Et pour nous, on essaye de travailler là-dessus pour voir justement comment on peut spatialiser le son pour encore améliorer cette illusion et éviter ce côté divisé de l'être qui casse le côté vivant. Et ça, c'est difficile à gérer pour le coup. Laurence ? Oui, du coup, c'est vrai que ça a été aussi un choix au niveau de notre installation de plonger le spectateur dans quelque chose de noir avec juste la lampe. Et finalement, on a essayé de cacher toute la techno. La techno, on la voit quand on sort parce qu'il y a l'écran qui retranscrit en temps réel le mouvement du spectateur dans la scène, enfin la petite pièce. Et pour nous, c'était important que vraiment on arrive à comprendre que c'était qu'un tout, cette lampe. Et les gens qui sont revenus après avoir expérimenté m'ont dit « Mais alors, j'ai fait quoi ?» Alors, il n'y a pas de score, il n'y a pas de bon point. C'est juste une expérience entre quelque chose qu'on a voulu animer et à qui on a essayé de donner une illusion du vivant. Donc, comment effectivement on arrive à avoir cette communication, mais c'est peut-être quelque chose de très humain, de vouloir se projeter sur quelque chose, de parler à quelque chose, finalement. Je voudrais que le public se rassure. Vous pourrez répondre aux questions tout à l'heure, qu'on se pose depuis un bon moment. Mais vous pourrez aussi poser des questions. On a prévu un quart d'heure. Mais on soulève beaucoup de questions, et donc peut-être avez-vous des réponses. Pour la barrière sujet-objet qui apparaît souvent comme infranchissable, il y a le sujet, il y a l'objet, les psychologues s'y sont opposés à partir des années 80 avec des expériences. C'est un grand psychologue qui s'appelle Gibson qui a inventé même un mot qui s'appelle l'affordance. C'est-à-dire quand je regarde un objet, l'objet ne m'intéresse pas en tant qu'élément de l'encyclopédie. Ce qui m'intéresse, c'est l'utilité que je peux en faire. C'est-à-dire la partie du vivant qui est en moi que je peux mettre dans l'objet. Par exemple, une pomme. Une pomme, je peux m'intéresser à sa mangeabilité. Il faut qu'elle soit mûre, il faut qu'elle ait une certaine odeur, etc. Pas trop mûre. Par contre, je peux m'intéresser à sa lançabilité. C'est un tout autre problème. Mais on voit bien que cette lançabilité, c'est du vivant que je lui mets. Je peux m'intéresser à sa tranchabilité. Je veux faire une belle tarte avec vous savez que ça ne se décompose pas dans le four, etc. Et par exemple, un escalier, il m'intéresse par sa montabilité. Et on a fait des expériences pour dire, mais quel est l'escalier que vous montez le mieux en présentant des marches plus ou moins hautes à des gens plus ou moins grands? Eh bien, invariablement, il y a un rapport de 0,88, qui est encore un invariant, entre je monte pas. Donc, en fait, je me demande si on ne pose pas le problème de l'humanisme, quelque part. Vous savez que l'humanisme, c'est un philosophe grec qui l'a posé, peut-être Bernard Piasnon, le premier, qui a dit, mais dans le fond, ce n'est pas Dieu, le centre du monde, c'est moi l'homme, un philosophe athée. Et l'humanisme dit, au centre du monde, il y a l'homme. C'est lui qui observe, etc. Est-ce que ce n'est pas, en quelque sorte, dans tout ce que nous sommes en train de dire, comment, dans le fond, j'étendrai pas cet empire de l'homme à d'autres éléments? Je pense que c'est il me semble que c'est ce à quoi tu essaies de t'échapper, de cet anthropomorphisme qui nous rend fétichistes, animistes à tout prix, et avec des choix culturels qui sont extrêmement variés. Enfin, l'humain a quand même fait plein d'expériences culturelles. Entre nous qui mangeons la vache et l'Indien qui ne la mange pas, et ces personnes de Patagonie ou d'Australie ou dans certaines parties d'Afrique où la pierre va être animée, où le rocher est animé. Et tu parlais d'individu, mais la notion même d'individu, cette espèce d'évidence de la conscience de soi, moi j'existe, on me coupe de bras, j'existe toujours, je suis la même que quand j'avais un mois. Toutes les cultures n'ont pas cette même évidence de l'unité. Et quand les biologistes nous parlent de conscience collective, d'intelligence collective d'une forêt,
et qu'ils ont bien du mal à distinguer un individu arbre, alors que ça nous paraissait évident. On se rend compte qu'il y a des cultures humaines pour qui c'était déjà posé d'une manière différente. Donc en fait, c'est peut-être pas si inhérent à notre nature que de voir les choses comme ça, mais c'est peut-être parce que certaines cultures dont nous héritons pour la science et ce que nous avons ici, on fait ces choix-là, mais peut-être que l'homme, quelque part, a cette capacité de poser le regard en dehors de son centre. Il va falloir que vous, rapidement, pour que le public puisse poser ses questions, vous nous disiez pourquoi vous êtes allé dans cette direction. Oui, je disais, il va falloir que, merci, rapidement, vous nous précisiez, on va prendre le même ordre là, mais Véronique, tu fais partie de cette question aussi. Et pourquoi vous êtes allé vers cette problématique de l'illusion du vivant? Thomas? Cette problématique, comment dire, c'est plus une passion justement de voir comment faire pour animer les choses. C'est plus une passion déjà de la robotique, tout simplement, et aussi une frustration. C'est-à-dire que je me dis, la robotique, c'est ma passion, je voudrais en faire mon métier, et tout ce que j'ai pu faire en robotique, en quelque sorte, en utilitaire, m'a toujours un peu dégoûté, en fait, parce que je me rendais compte vraiment que les robots pouvaient être quelque chose de super dangereux et qu'il fallait vraiment avoir une conscience éthique extrêmement fine avant de vraiment faire un produit fini type robot. Je dis ça parce que tout simplement, j'ai presque été, entre guillemets, tortionnaire, parce que j'ai automatisé certaines tâches qui étaient rébarbatives et qui, au final, ont ôté un métier du métier là où j'étais. C'est-à-dire qu'on avait complètement perdu le savoir parce que je l'avais mis dans l'algorithme. Et après, je me suis barré. Voilà. Donc, moi, j'ai eu énormément peur de ce que j'ai fait. Et je me suis dit, OK, ben en fait, quoi de mieux qu'un robot humanoïde pour faire un spectacle qui parle de robot humanoïde? C'est peut-être le seul endroit où il est à sa place, le robot humanoïde, c'est sur scène pour faire des spectacles de robots humanoïdes. On ne peut pas le remplacer par un acteur. Robot humanoïde. Donc c'est au final pour ça que je reprends le côté artistique pour justement reprendre du recul par rapport à ça. Et pour info, je suis aussi chef d'entreprise à côté. J'essaye quand même de trouver une utilité à tous ces petits algorithmes-là, notamment dans les économies d'énergie dans le bâtiment, où il y a beaucoup de problématiques d'économie d'énergie, et que là, l'humain, il est idiot parce qu'il oublie de faire des choses, il est tête en l'air, c'est l'humain, et que là, peut-être qu'on peut aider juste à ce niveau-là, de manière discrète. Voilà, donc voilà un peu mon pourquoi. Alors c'est vrai que moi, c'était quand même pas du tout le terrain sur lequel j'allais. Hein. L'illusion du vivant, ça s'est présenté à moi seulement au mois d'octobre dernier, donc c'est quand même très très récent. Néanmoins, je trouve que c'était une très belle rencontre parce que c'est deux univers créatifs très différents. L'artiste par nature est créatif, on le sait, c'est commun, etc. Mais en fait, nous, dans nos sciences, on est aussi créatifs. Donc comment ces deux créations pouvaient effectivement se rencontrer sur cette thématique d'illusion du vivant? Ouais. De mon côté, je vais essayer d'être claire. Je suis effrayée du constat subjectif, du constat de l'aplatissement et unification de la réalité. C'est-à-dire, on a tendance à que les choses se ressemblent de plus en plus, on aime moins la variété. Même dans les supermarchés, les légumes que je achète, ils sont super pareils, quoi. Tous les bananes sont pareils. Je ne sais pas comment dire. Il y a un côté où, dans notre réalité, on a une reproductibilité des choses dans lesquelles on efface de plus en plus la variété et la diversité et tout ça. Et donc, ça, c'est un constat qui m'effraie personnellement et dans lequel je me dis, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec l'humain que je suis, que aime bien réduire tout à des choses simples et reproductibles à l'infini. Et pourquoi on n'est pas dans cette vraiment désir, curiosité et quête de quelque chose de vraiment différent, de se pouvoir relier avec quelque chose de vraiment différent à nous, et qu'est-ce qui se passe dans ça, dans cette relation-là. Donc, avec ça, j'ai vraiment un désir profond de pouvoir trouver des façons de trouver des relations avec des choses qui sont très différentes à moi.
mais très différent, parce que c'est ça qui me fait pousser mes limites et comprendre qu'est-ce que ça veut dire être soi, ou qu'est-ce que ça veut dire être humain. C'est vraiment par le contraste de cette différence-là. Et dans ça, je voulais une altérité absolue qui pouvait être celle d'une nature machine, mais qui n'essaye pas de se ressembler à celle de l'homme, qu'on trouve des accords communs, comme le langage humain, c'est déjà pas mal, pour pouvoir communiquer, mais que j'essaye d'observer comment il fonctionne, cette autre nature qui n'est pas la mienne, et comment ça me fait apprendre beaucoup de choses sur ma nature. Et c'est la possibilité d'une altérité beaucoup plus grande. Voilà, je sais pas. Oui, une petite remarque, ça me fait penser à ce que les psychologues appellent les tests projectifs aussi. Moins ce sera structuré en face de moi, plus moi je m'organiserai face à cette structure. Véronique, ta motivation? Oui, alors moi je suis scientifique par artiste, mais ça va peut-être vous étonner, mon premier métier c'était danseuse. Et la motivation elle était là, c'est-à-dire que j'avais ressenti le fait que c'était pas la forme du geste, c'était pas même la chorégraphie, mais c'était la manière dont j'allais le réaliser, qui allait créer quelque chose de fort entre des gens que j'avais jamais rencontrés et moi-même, et qu'il y avait cette espèce d'énergie qui me donnait envie de vivre. Et j'ai été obligée d'arrêter, mon corps a lâché, et donc je suis devenue scientifique avec cette même motivation. Et aujourd'hui, ce qui motive les travaux de mon équipe, c'est vraiment d'essayer de comprendre pourquoi le mot robot a été inventé par un homme de théâtre, alors que l'automate de Vaucanson était là, à Grenoble, et que Vaucanson n'a pas eu le succès d'un transhumaniste. Il a eu du succès, mais voilà. Et pourquoi on attend ce désir de voir partout dans notre culture, et celle qui est ce désir de voir du sujet aimant ou repoussant partout. Et plus profondément, ce qu'on est en train d'essayer d'explorer, c'est de savoir s'il n'y a pas une maladie de notre société qui serait de souffrir du manque de l'autre par une déperdition de ces câbles, de ces fils qu'on appelle des glues, qui nous relient les uns les autres, ou peut-être même qui fabriquent ce que nous sommes bien avant qui sont là, préexistants à ce que nous sommes. Donc ma motivation, elle est certes à travers la science, mais je pense qu'elle rejoint des questions fondamentales qu'on se pose. Je ne vous parle pas des miennes, puisque je suis simplement l'animateur. Vous trouverez les 3 machines au salon. Je vous recommande d'y passer, ça illustrera la conférence. Et la salle s'est éclairée. Nous attendons vos questions. Ici. Merci. Voilà, j'ai juste une question toute simple. Vous avez évoqué tout à l'heure cette longue ligne historique dans laquelle s'inscrit l'humanité, dans ce besoin d'avoir en permanence une relation avec quelque chose, et d'essayer de... Vous avez évoqué toutes les figures, celle du golem, enfin, etc., etc. La question que je me pose aujourd'hui, c'est, au fond, au point où on en est rendu, comment analysez-vous l'avenir, un tout petit peu, l'évolution technologique qui, si on en croit un certain nombre de commentaires, nous amènerait à un point de singularité, au sens où Ganassia l'évoque, qui est une question étonnante et en même temps effrayante, et en même temps probablement un peu, comment dire, construite sur pas grand-chose, mais qui, au fond, nous fait réfléchir à la relation qu'on peut entretenir avec la machine. Ce point de singularité étant, si on le définit très rapidement, le moment où, précisément, les outils technologiques et on va dire, les programmes qui y sont développés à l'intérieur permettraient une forme d'autonomie complète de la machine au point qu'elle deviendrait une espèce d'alter ego, voilà, dans l'imagerie populaire ou générale. Donc la question, c'est est-ce que c'est comment penser la relation en ayant ça en tête également, voilà. Est-ce que tu veux que je peux peut-être essayer de répondre là-dessus, parce que c'est un peu le cœur de nos préoccupations. Ce point de singularité, il faut voir que derrière cette hypothèse-là, donc point de singularité, je ne sais pas si vous avez tous compris, c'est l'idée que la complexité des machines
et son autonomie sera telle qu'elles deviendront vivantes. C'est vraiment, alors là, pour le coup, la vie n'est toujours pas définie, mais c'est pas grave, l'homme crée la vie. Donc c'est Frankenstein, mais sans prendre des morceaux vivants pour les coller, hein, en les fabriquant de A à Z. Sauf que quand on les fabrique de A à Z, on oublie, dans cette hypothèse, qu'on ne les a pas fabriqués de A à Z. Donc ce qui est intéressant, c'est de le mettre en parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui. Je suis une vieille dame, j'ai connu, comme Théo, des moments où on essayait de comprendre le vivant, de l'imiter, etc. Là, on n'y arrive plus du tout, on sait qu'on ne comprend pas, donc on prend des données qui sont des données fabriquées par des êtres vivants, en particulier des humains. C'est-à-dire que là, aucune technologie n'y a participé, si ce n'est pour étendre l'homme à fabriquer ces objets. Ce qu'on appelle les big data, les données nombreuses. Et puis, on va faire des algorithmes comme des réseaux de neurones, du deep learning, des algorithmes émergents qui, en fait, arrêtent de comprendre, brassent des données, font des stats. À une époque, les physiciens, au plein milieu du Moyen-Âge, faisaient des stats quand ils ne comprenaient pas. Les mathématiciens disent qu'ils continuent à faire des stats quand ils ne comprennent pas. En informatique, je suis informaticienne aussi. On fait des stats quand on ne comprend pas. Et donc, on recopie, on clone la nature. Quand des biologistes ont cloné Dolly la brebis, ils n'ont pas dit on est Dieu. Là, c'est amusant parce qu'on va cloner des données qui ont été fabriquées par des humains et on a ce rêve qu'on a tout fabriqué et qu'un jour, ça sera tellement complexe que ça va être autosuffisant. Donc, je renvoie ce débat à la philosophie, et vous avez compris ma posture philosophique, mais en tout cas, en l'état, il est amusant que... Enfin, amusant, non, je suis un peu affligée de voir que cette perspective-là est donnée par tout un ensemble de mouvements technologiques qui consistent à ne plus faire aucun effort de compréhension et de réelle imitation des processus qui seraient ceux du vivant, mais simplement prendre ce que la vie a déposé. Et donc c'est du Frankenstein, mais il n'y a même pas un éclair, il n'y a même pas l'idée de mettre un éclair de pensée. C'est-à-dire qu'on prend vraiment du Frankenstein, on prend des morceaux du vivant et on va dire que c'est l'homme qui a créé les choses. Donc je pense que le point de singularité philosophiquement, ma position c'est qu'il n'est juste mal posé, que c'est quelque chose de très naïf. Mais en l'état, la manière dont on pense y arriver, elle est juste, pardon, mais imbécile. Alors, si on interroge les spécialistes sur la question centrale que vous avez posée, là, boum, tout de suite dedans, c'est, si on prend Yann Lequin, vous savez que Yann Lequin est un Français, un chercheur français, qui le premier a mis au point un système automatique de lecture d'échecs qui faisait moins d'erreurs. En Bretagne, il a fait ça, qui faisait moins d'erreurs que les employés de la banque. Donc très vite, toutes les banques se sont équipées de ce système de lecture d'échecs, qui est un système non pas d'intelligence artificielle, mais de perception artificielle. Et quand on pose ce genre de questions à Yann Lequin, il répond « il faudrait être fou pour faire une machine comme ça ». Parce qu'effectivement, si vous faites une machine que vous douez d'autonomie et d'une puissance physique, il n'y a pas de raison qu'elle vous obéisse. Pourquoi ? Donc c'est comme si vous fabriquez une voiture qui a 1000 chevaux, pas de frein, et vous montez dedans. Ah, il va vous arriver un accident. Donc c'est nous qui construisons les machines. Alors est-ce qu'il y a la tentation de Victor Frankenstein ? Elle est possible. Victor Frankenstein est tellement tenté de construire cette machine, ce vivant, qui ne résiste pas. Alors il faut résister peut-être, mais la possibilité... Pas forcément résister, c'est l'histoire de l'homme. La première peau de bête, j'imagine, qu'on est mort étouffé, qu'on a eu des maladies. Les premiers volos, on est tombé. L'avion aussi. Enfin, c'est comme ça. On les design au fur et à mesure. Non, ce qui est inquiétant, c'est l'idée de penser que cette machine devient vivante et qu'on a créé la vie. Alors qu'on ne crée rien. On prend des morceaux de vie et elle continue sans qu'on ait toujours pas compris pourquoi au départ. C'est le Big Bang, quoi. Juste en 2 mots, la singularité, souvent, c'est on compare la machine par rapport à l'homme et on dit la machine dépasse l'homme à ce moment-là. Toujours pareil, on compare par rapport à l'homme. L'intelligence, est-ce qu'on peut comparer l'intelligence ? Pour moi, non. C'est 2 manières. C'est pas un indice, c'est beaucoup plus complexe que ça. En gros, il faut toujours remettre les choses dans leur complexité. Et ensuite, un petit constat, c'est que le deep learning n'est pas un cerveau. Le deep learning, c'est un algorithme qui est basé sur du mimétisme avec des neurones. Mais le cerveau, c'est un objet qui est complètement différent ailleurs. C'est un organe. Et c'est juste qu'il y en a un qui est inspiré par rapport à l'autre, mais ce n'est pas un cerveau, le deep learning. Voilà. Alors, d'autres questions, j'imagine ? Il y avait derrière ? Oui, ici.
Bon, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire, à savoir qu'actuellement, les publicistes ont bien compris cela. Et si vous regardez à la télévision, il y a une publicité pour une voiture que je ne citerai pas, où on voit un père inquiet parce que son fils l'a invité à monter en voiture alors qu'il avait eu des accidents de tout ce que vous voulez. Et arrivé à une zone piétonne, la voiture s'arrête toute seule. Et là, émotion ou pas, on peut se demander, est-ce que justement le bug crée l'émotion ? Le père regarde son fils, mais il caresse la voiture qui s'est arrêtée toute seule. Et il y a encore une autre publicité qui ressemble à ça, où visiblement on vous cite le chauffeur, on donne son prénom, etc. Et lui, il est décontracté dans sa voiture. Il arrive aussi à un passage piéton, et puis on comprend que celui qui était distrait, c'était pas le chauffeur, c'était celui qui allait dépasser, qui allait passer sur le... Donc vous voyez, on en arrive à ce transhumanisme qu'on vient d'évoquer, donc je m'arrêterai là, mais aussi avec des situations très concrètes que les publicitaires ont bien compris et qu'ils exploitent. Alors, votre avis là-dessus ? Sans mes lunettes, je ne pourrais pas me déplacer, j'aurais une jambe cassée. Et personne ne trouve extraordinaire la lunette alors qu'elle est extraordinaire. Voilà. Point. Moi, c'est plutôt un commentaire par rapport à la notion de relation et de vivant qui est inscrit dans la relation avec quelque chose. Donc moi, je suis biologiste, écologiste, j'ai étudié l'évolution, comportement social, donc je me suis intéressée à ce côté interaction dans la biologie. Et je confirme que la relation est pas le vivant, mais ce qui rend le vivant possible. Voilà, je l'ai comme ça, et qu'on est en train un peu de perdre nous-mêmes cette relation entre nous, mais aussi avec le vivant, la planète. Et c'est ce qui nous rend, ce qui nous autodétruit en ce moment. Et on oublie que la relation est ancrée dans le vivant et dans la complexité de vivant. Voilà, le mieux, c'est représenté dans les fourmis, où un fourmi ne peut pas vivre en dehors de la fourmilière. Donc la fourmilière devient l'organisme. Nous, il y a plus de cellules bactériennes dans notre corps que des cellules humaines. Donc on a un individuel complexe qui vit dans cette relation avec d'autres organismes. Aussi après avec d'autres organismes. Et il y a toute la vie qu'aujourd'hui avec une vision systémique de biologie et d'écologie, qu'on se rend compte que le vivant, aujourd'hui, ne peut pas exister en dehors de cette relation qui est encore très, très complexe, mais qui est là et que si on a envie de se retirer de cette complexité de vivant, qui est, on peut dire, presque le biome, la biosphère, qu'on va s'autodétruire dans une manière ou une autre. Donc voilà, c'était un peu pour compléter sur un point de vue de biologiste, parce que écologiste. Mais peut-être ça peut évoquer d'autres questions ou d'autres commentaires. Oui. Merci beaucoup. J'ai pas peut-être les bons termes, donc merci beaucoup pour la clarification. Et là-dessus, je voulais dire que s'il y a pour moi un danger qui menace l'humanité, comme ça arrive récurremment dans cette vision apocalyptique qu'on hérite de certaines religions, donc s'il y a une menace apocalyptique pour l'humanité, elle est vient plutôt de le comportement de l'humain par rapport à les restes des formes de vie que d'une monstre machine qui viendra nous dévorer les cerveaux. Et c'est pour ça que j'ai replacé donc, le projet. J'essaie de justement de replacer la question là-dessus. Est-ce que je peux ajouter, Daria, que l'homme est une fourmi ? Au XIVe siècle, un empereur a demandé d'élever 6 enfants sans leur parler parce qu'il voulait voir si naturellement le latin ou le grec émergerait. Donc les nourrices les enfants étaient mieux nourris, mieux chauffés, etc. que n'importe quel enfant du royaume, mais elles ne leur parlaient pas. Autrement dit, elles n'interagissaient pas socialement. Le dernier est mort à 6 mois. Alors d'une manière moins expérimentale, les gens âgés
depuis 75 ans qui sont en sentiment d'isolement meurent 7 fois plus vite. Un opéré cardiaque de 40 ans qui ne se sent pas en sécurité sociale, en insécurité socio-affective après son opération meurt 5 fois plus vite, etc., etc. Il y a des jeunes de 25 ans qui ont des syndromes, c'est pas l'hikikomori, qui meurent du sentiment d'isolement. Donc l'homme est une fourmi qui, s'il n'a pas assez de glu social et affective avec l'autre, c'est un nutriment. Ça passe par ces choses qu'on est en train de se faire, mais il meurt. Donc nous sommes bien des fourmis. Terrifiant. Oui, il y a un paradoxe énorme dans ce que vous nous avez présenté, à savoir qu'il y a 3 étapes chez l'humain, la naissance, la vie et la mort. La vie, on la dirige, on sait pourquoi on vit, comment on vit, on sait comment on vit, etc. La mort, on sait qu'elle va arriver, on peut l'éviter, etc. Mais la naissance, nous n'avons absolument aucune part à la naissance. Ce sont 2 êtres qui décident pour nous, et quand on est, même si on n'est pas voulu naître, on est. Bien. Donc, pourquoi essayer de créer du vivant alors que l'homme lui-même est absolument, j'allais dire, n'a aucune part dans sa propre création. Donc, c'est quand même un paradoxe assez important. Oui. C'est un paradoxe dont on ne parle pas souvent, c'est quelqu'un une réponse. Oui. Moi, j'avais envie de poser une question qui peut sembler assez naïve et peut-être très simple. Mais finalement, les travaux qui nous sont présentés ici à la Biennale, ça poursuit finalement une démarche artistique qu'on retrouvait dans l'art relationnel à l'époque, dans l'art immersif. Et finalement, on s'aperçoit que dans le parcours de l'histoire de l'art, on n'invente rien et que c'est pas arrivé, que ces questionnements-là sont pas arrivés avec les algorithmes et avec les technologies. Et du coup, cette notion du vivant, de ce questionnement du vivant, est posée quand même depuis longtemps dans l'art, mais aussi également posée depuis longtemps par le prisme de la nature et encore bien d'autres disciplines. On peut voir que dans d'autres domaines, cette question se pose encore. Et finalement, moi, je m'interroge assez naïvement, c'est pourquoi est-ce que ça reste à l'état de problématique qu'on questionne encore ? Et pourquoi est-ce qu'on recherche encore des réponses, visiblement, tant qu'on n'arrive pas à une réponse qui fasse vérité absolue et universelle, on a du mal à accepter finalement, à se dire peut-être qu'on est dans un constat aux potentialités multiples en fait. Et plutôt que de rester encore dans le questionnement, dans c'est quoi la réponse du vivant, ça rejoint la question que tu posais hier. Quand est-ce qu'on fait avec ? Et qu'est-ce qu'on fait avec ça, en fait, plutôt que de rester dans des questionnements permanents qui datent depuis des lustres et des lustres. Et finalement, est-ce que ce blocage, est-ce qu'il est politique ? Est-ce qu'il est économique aussi, selon comment sont menées les recherches, où interviennent le politique, l'économie ? Est-ce que c'est religieux ? Est-ce que c'est autre ? Pourquoi on n'avance pas, finalement ? Très rapidement, je ne sais pas si j'ai tout bien compris, mais... je pense que c'est culturel et c'est dans les représentations et dans les rapports, voilà, comment c'est défini aussi. C'est pour ça que peut-être reparler de la définition des choses, ça nous permet de revisiter les représentations qu'on a de qu'est-ce que c'est la vie, de qu'est-ce que c'est l'autre, de qu'est-ce que c'est... voilà. Et que du coup, on a besoin de les bouger, de les remettre en mouvement. Je pense que c'est aussi une pulsion de peur de la complexité et de vouloir mettre des mots sur les choses. Je pense qu'il y a aussi le langage qui est aussi là derrière, qui va vouloir simplifier les choses. Le vivant, voilà, le vivant, spectacle vivant, la vie. Ce mot-là, on est obligé de mettre quelque chose derrière. Et du coup, ça nous, alors qu'il y a des ressentis qu'on a par rapport au vivant qui sont au-delà du langage. Il y a peut-être ça aussi. C'est peut-être le langage qui nous enferme et donc la culture. Oui, une petite Laurence, oui. Oui, je pense que le vivant, c'est quelque chose de tellement complexe qu'en fait, c'est presque une notion qu'on doit s'approprier individuellement, qu'on essaye de faire partager aux autres, et c'est un des moyens de le faire partager que d'avoir une œuvre artistique sur laquelle on se questionne. Dans le vivant, c'est aussi 3,5 milliards d'années de mort
pour arriver à ce que nous sommes, hein, de sorte de massacre permanent. Donc il y a ce côté, le côté sacré du vivant peut apparaître d'autant plus qu'on n'a pas la dimension temporelle que ça représente, je crois. Alors, est-ce qu'il y a encore oui, dans la salle, attends Véronique, dans la salle, et puis après. Est-ce qu'il y a encore une question dans la salle? Oui, là-bas. Et je rajoute du cannibalisme. Du cannibalisme. Bah, les vivants, c'est que du cannibalisme. Bah, le vivant se mange entre eux pour... tu vois, donc c'est de... Oui. Alors, bonjour, j'avais juste une petite question qui rejoint un peu la question d'avant, de se demander, en vous écoutant parler, j'ai entendu que ce qui rendait le robot vivant, c'était qu'il ne marche pas, qu'il tombe. C'est-à-dire, à partir du moment où on sait ce qui va se passer, il ne nous apparaît pas comme vivant. Enfin, peut-être, je dis ça comme ça. Et du coup, imaginons que par malchance, on ait réussi à trouver une définition du vivant. Si on l'a vraiment compris, est-ce que par ce biais-là, on ne serait pas juste en train de le tuer, quoi, parce qu'on enlèverait toute cette surprise. Voilà, c'était pour rejoindre un peu la réflexion d'avant. Oui, c'est joli. Moi, je vais être beaucoup plus prosaïque que vous. Je pense que si on pouvait revenir au premier sapiens, savoir quelles sont les limites de notre capacité à percevoir ce que nous sommes, on s'en sort pas. C'est pas parce qu'on augmente notre empattement sur le monde physique qu'on s'en sort de ce monde physique, pas du tout. Donc la question, elle est éminemment spirituelle, plus que philosophique. Et là, quand vous dites qu'on ne bouge pas en ce moment, par contre, là, actuellement, je ne suis pas d'accord. Je pense que cet immobilisme culturel, il est en train de s'accélérer dans la trouille. Et cette trouille, je vous rappelle que les grands romantiques se suicidaient. Maintenant, on a des transhumanistes scientifiques qui vont vers quelque chose de beaucoup plus optimiste et positif pour arriver à assécher leur trouille. Mais on a la trouille. Donc, c'est-à-dire qu'on a une conscience collective que quelque chose se passe, s'accélère. Il y a quelques grands penseurs, des biologistes, des urbanistes, enfin, il y a plein de gens dans le monde, quelques philosophes, qui pensent qu'on est dans au contraire, une évolution très rapide, un changement culturel majeur qui va au-delà de nos mini-cultures, que peut-être, si vous écoutez quelqu'un comme Gérald de René, il vous dit peut-être qu'il va y avoir un changement épigénétique qui va nous faire passer... En tout cas, l'hypothèse que j'ai, c'est qu'on va passer de la conscience de juste l'autre, cette misérable perception d'être soi, à enfin une vision qui serait au moins ce qu'est la vie, quoi. Mais la vision naïve, biologique, pas scientifique. La science ne fait que suivre. La philosophie... Je pense que la science, la philosophie, l'art ne sont que des éclaireurs de la pensée collective. Et non, je ne crois pas qu'il ne se passe rien. Je pense qu'on a de plus en plus peur, mais qu'on ne comprend pas mieux, donc ça c'est sûr. Merci Véronique. Je pense qu'on peut applaudir les conférenciers. Et voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne visite du salon expérimental.